Bonjour YouTube, c'est Chicon Vénère et aujourd'hui on va répondre à un commentaire. N'oublie pas de nourrir tes chiens, espèce de flairant punk à chien du CPAS. J'ai quitté la Belgique en 2016, avec Bart Premier ministre, peut-être que je reviendrai et on mettra des statues de Léon de Grelle partout. Des statues de Léon de Grelle, le plus grand mythomane antisémite belge, carrément. Bon bref, du coup vous avez compris, on va parler de Léon de Grelle et de son parti fasciste Rex. Eh bien, de là en haut, je tournais comme ça, comme un épervier, pour chercher le public. On n'en parle pas beaucoup en Wallonie, c'est limite un tabou. C'est beaucoup plus facile de taper sur les Flamands et de voir le fascisme flamand que celui de chez nous. Et pour moi, en tant que néerlandophone, c'est encore pire parce que Léon de Grelle, je connaissais que de nom. En Flandre, on parle de Rex surtout pour le comparer au Vlaams Belang. Quand en 1994, le Vlaams Blok, l'ancêtre du Vlaams Belang, sort des affiches avec des balais pour chasser les immigrés, on compare aux affiches de Rex qu'ils ont sorties en 1936 avec des balais pour chasser les banksters. Les banksters, c'est un terme antisémite pour désigner un complot financier. Selon Léon de Grelle, et je cite, ce sont les juifs, les métèques et les banquiers qui sont responsables pour tous les maux du pays. Bon, pour les quelques Français qui regarderaient cette vidéo, Léon de Grelle, c'est le fondateur du parti Rex, un parti fasciste fondé en 1935. À la base, c'est une maison d'édition chrétienne qui petit à petit s'est transformée en un parti. Le parti a été financé entre autres par Mussolini et c'est grâce à ça que le parti a pu faire des coups d'éclat et des discours chocs. Par exemple, lors du congrès annuel de la Fédération des associations et des cercles catholiques auxquels participent les grandes figures du catholicisme politique en Belgique, les rexistes bloquent les issues et les forcent à écouter le discours de Léon de Grelle, qui les insulte tout de long. Ce coup d'éclat, son coup de courtrai, est par ensuite relayé à travers les médias de sa maison d'édition. Et Léon de Grelle se met en avant comme le seul adversaire des élites et des banksters. En 1936, c'est les élections et Léon de Grelle dénonce scandale après scandale. Quasiment tous sont imaginaires, un peu à la Trump. Et ça marche. Il obtient 21 sièges, dont 3 même sont obtenus en Flandre. Je répète ici quand même que son parti a été financé par Mussolini et par des bourgeois et cathos wallons. Avec un discours raciste uniquement, n'obtient pas 12% des voix. Les historiens et historiennes parlent même de plus de 30 millions de francs reçus uniquement de Mussolini pour distribuer des tracts antisémites et des affiches à la gloire de Léon de Grelle. Comptez sur nous, sur notre fidélité, sur notre foi, sur notre dévouement jusqu'à mort. Léon de Grelle va donc se rapprocher du fascisme et il va naturellement s'opposer aux droits de grève. Mais bon, c'est un mythomane et un populiste. Lorsque les dockers du port d'Anvers se mettent en grève fin 1936, il va commencer à les soutenir sans réserve parce que le mouvement prend de l'ampleur. Ça va même aller si loin qu'il va penser que tous les dockers en grève, ils sont là pour lui en fait, et que c'est l'homme politique le plus populaire de la Belgique. Il va tellement loin que quelques mois plus tard, il va affirmer que 200 000 rexistes sont prêts à marcher sur Bruxelles. Il va dire que le jour de la commémoration de la bataille de l'Isère, 200 000 rexistes vont marcher sur Bruxelles pour prendre le pouvoir comme Mussolini. Mais en vrai, ils seront même pas 2000 dans les rues de Bruxelles ce jour-là. Crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, crions le bien fort. Constatant qu'il ne peut que peser politiquement s'il entre dans la Chambre, Léon de Grelle va demander à tous ses députés de démissionner pour provoquer des élections anticipées. De Grelle s'imagine qu'une fois élu, il pourra forcer le roi à dissoudre la Chambre et comme ça pour faire le même coup d'État que Hitler avec Hindenburg en 1933. Spoiler, ça va pas marcher. À sa grande surprise, les autres partis décident de lui opposer un seul candidat, le Premier ministre en personne, Paul van Zeeland, dont les soutiens vont des communistes au cardinal de Malines, Monseigneur Van Rooij. De Grelle se fait écraser et depuis, le parti Rex n'a cessé de dégringoler. Bref, j'ai un peu la flemme de parler de tous les succès et échecs de Léon de Grelle, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai peut-être une vidéo sur le parcours chelou de Léon de Grelle, sur son parcours dans la Seconde Guerre mondiale avec sa légion SS là. Donc voilà, mettez-le en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur le sujet. Mais là, j'ai surtout envie de parler des accords secrets entre le VNV, le parti nationaliste flamand, et le parti Rex. On est fin 1936. Et pendant que les députés rexistes se ridiculisent à la Chambre avec leur amateurisme, Léon de Grelle va faire un accord secret avec le VNV, le Vlaams Nationaal Verbond, la Ligue ou l'Alliance nationaliste flamande.
Je rappelle quand même que le VNV, fondé par Storff de Klerk, c'est un parti nationaliste, sécessionniste, donc totalement à l'opposé du nationalisme belge de Rex. Du coup, c'est un peu louche quand même cet accord, donc ça m'a plus intéressé que tout le parcours de Léon de Grelle. Du côté du VNV, en vrai c'est clair. On craignait dans les milieux flamands que Rex ne devienne le point de ralliement des anciennes puissances francophones en Flandre, dont on espérait la disparition avec la néerlandisation de Gand et l'adoption des lois linguistiques. L'accord secret garantissait entre autres la fin de la politique de francisation à Bruxelles, la fusion de VNV et Rex Flandre, c'est-à-dire la disparition de Rex sur le territoire flamand, donc l'affiliation des syndicats et des mutuelles rexistes aux organisations nationalistes flamandes et l'engagement que toutes les manifestations de Rex en Flandre seront en néerlandais. Tout ça fait que Rex disparaît en Flandre. Mais du coup, pourquoi est-ce que Léon de Grelle a signé cet accord? C'est quoi son avantage là-dedans? Je l'ai déjà dit, mais Léon de Grelle, c'était un mythomane. Un tel guignol qui se convainc lui-même, il se voit comme le grand fureur de la Belgique. Il pense qu'avec l'accord avec le VNV, plus les dockers à Anvers, là, il pense qu'il a tous les nationalistes à ses pieds. Et c'est là qu'il va déclarer qu'il y a 200 000 rexistes qui vont marcher sur Bruxelles le jour de la commémoration de l'Isère, la fête nationaliste flamande. Du coup, c'est un flop. C'est un énorme flop. Et ce flop va totalement consumer l'alliance VNV-Rex. En plus de ça, ça va entacher la popularité de Rex à l'international. Léon de Grelle va perdre ses finances et lorsque l'Allemagne envahit la Belgique en 1940, il n'est même plus sur le territoire. Il se fait emprisonner par l'armée française et c'est le VNV qui est le parti privilégié par les nazis. Bref, Léon de Grelle, c'était vraiment le guignol des nationalistes flamands et des antisémites belges. Voilà, mais bon, je me suis quand même posé la question de quel est son héritage. Qu'est-ce qui reste de Léon de Grelle aujourd'hui encore en Wallonie? Alors, en Wallonie, pas grand-chose. Comme je l'ai dit, c'est un tabou, on n'en parle presque pas. Mais à l'international, Léon de Grelle a inspiré beaucoup de monde, et surtout en France. Léon de Grelle est un des plus grands penseurs de l'antisémitisme et surtout du négationnisme d'après-guerre. Parce que oui, Léon de Grelle a vécu tranquillement en Espagne jusqu'en 1994. Jusqu'en 1994, il a écrit des livres et a invité dans sa villa des penseurs et politiciens d'extrême droite du monde entier, mais surtout de France. Dans sa villa à Malaga, de Grelle s'invente une vie où il aurait été traité d'égal à égal par Hitler et Mussolini, ou que le roi Léopold III le recevait dans son intimité, ou qu'il aurait été une des plus grandes figures politiques de l'Europe du XXe siècle, et même que le personnage Tintin serait basé sur lui. Bien sûr, point de détail, comme dirait l'autre, il dit aussi que les massacres des Juifs d'Europe étaient un mensonge. Je cite, que les Juifs exploitent ce mensonge car le Juif est exhibitionniste. Ceux qui ont gagné la guerre, ce sont les Juifs. Ils ont enfin pu être les grands martyrs, ils s'adorent ça. C'est pas pour dire du mal des Juifs, le Juif est exhibitionniste. Excusez-moi, mais il y a 6 millions de Juifs qui sont morts dans votre guerre. Oui, eh bien, ça, c'est pas vrai. Son héritage se trouve là, dans le négationnisme. Léon de Grelle est l'un des premiers à nier les millions de morts, les chambres à gaz, le génocide des Juifs d'Europe et le génocide tzigane. Léon de Grelle inspirera entre autres Robert Faurisson et Jean-Marie Le Pen, deux antisémites notoires français. Sauf qu'à la différence des Français, Léon de Grelle a la nationalité espagnole. Sous la dictature de Franco, Léon de Grelle ne risque rien et peut ouvertement débouler ses thèses eugénistes sans risquer le moindre arrestation. Ce que voulait le racisme allemand, c'est faire de la race allemande une race puissante, pleine de santé. Oh, c'est intéressant un pays d'avoir des tas de dégénérés quand on ne peut pas les avoir. On lutte bien maintenant contre l'alcoolisme, on lutte bien contre les drogues. C'était absolument sain de prendre des mesures pour que les familles soient bien portantes, que les enfants soient bien portantes, que les femmes n'aient pas de maladie, qu'on puisse être soigné convenablement et qu'on ait ainsi un renouveau du sang. La Belgique tentera à 3 reprises de faire arrêter et condamner l'ancien chef du parti Rex, mais en vain. Le dictateur Franco refusera chaque fois et Léon de Grelle vivra tranquillement dans sa villa jusqu'à sa mort en 1994. Bon, même si Léon de Grelle est un mythomane et un guignol, c'est quand même quelqu'un qui a eu une influence considérable et on ne peut pas passer à côté. C'est important d'étudier ses succès et ses échecs pour ne pas se faire berner à chaque fois et pas se faire berner par le prochain populiste qui raconte n'importe quoi.
Si vous prenez la population juive en 1940 et aujourd'hui, eh ben, ils sont toujours pas revenus au même niveau. Ça, c'est un peuple qui a subi un génocide. Si vous prenez la population palestinienne en 1940 et aujourd'hui, la population a quadruplé. Ce sont des faits. Et donc, très franchement... Léon Degrelle a obtenu 21 sièges parce qu'il instrumentalise la vérité, il faisait des coups d'éclat et des discours chocs. Mais tout ça aurait été insignifiant si les médias privés n'y seraient pas intéressés. Léon Degrelle est l'exemple parfait qu'un guignol peut devenir important si les bourgeois, les industriels et les médias sont dans son camp. J'aimerais juste finir sur le terme bankster parce que je l'ai vu repasser sur les réseaux sociaux et même dans des manifs. Donc ça vient de banquier et gangster, bankster, mais en fait c'est totalement un dog whistle antisémite. Ce terme a été inventé par l'écrivain Louis-Ferdinand Céline en 1938 et ça insinue un complot juif. Désolé, mais je cite l'auteur, c'est important. Tous les profits du labeur vont toujours aux juifs. C'est automatique. Vous travaillez juste pour bouffer, vous autres, pour subsister. Tout l'excédent passe aux juifs, au pouvoir international juif, à la grande famille juive, aux banksters juifs. Donc s'il vous plaît, faites attention aux mots que vous utilisez et arrêtez d'utiliser bankster si vous l'étudiez, s'il vous plaît. Bon, je vais arrêter ici pour cette vidéo, mais du coup, si ça vous intéresse d'avoir plus d'infos sur Léon Degrelle, sur le périple pendant la Deuxième Guerre mondiale et à propos de la Légion SS Wallonne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça soutient la chaîne aussi, donc likez, commentez pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et sinon, je suis live sur Twitch tous les lundis à 19h pour parler d'actu, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Ciao!